Bonjour mes amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Je suis ravie de vous rencontrer pour cette nouvelle vidéo qui est consacrée à la nouvelle lunaison qui a commencé pile le jour de la fête nationale de la France, le 14 juillet 2026, avec la conjonction entre le Soleil et la Lune dans le 27e degré du signe des Gémeaux sidéraux. Je vous rappelle que je travaille ici avec le zodiaque sidéral, qui est un zodiaque très ancien. C'est un premier zodiaque de l'humanité, en fait, le zodiaque babylonien fixe, et que les placements planétaires sont décalés de 25 degrés par rapport au même placement dans le zodiaque tropical. Donc, ne soyez pas surpris. Avant de commencer cette analyse, je vous invite à visiter mon nouveau site internet qui s'appelle invitationsidérale.com, tout simplement, comme la chaîne YouTube que j'ai créé il y a quelques semaines avec l'aide de mon amie Lise Valérie, que je remercie de tout mon cœur. Merci Lise Valérie pour ton aide précieuse. Vous trouverez dans ce site des informations sur les consultations que je donne, sur les formations à venir, puisque à la rentrée, je vais commencer la 3e année en fait d'enseignement avec un troisième nouveau groupe d'élèves pour l'année 2026-2027. Donc venez voir, les informations ne sont pas encore toutes à jour, mais ça va venir au fur et à mesure pendant le mois de juillet. J'attends que Mercure devienne enfin direct, puisque franchement, j'en ai beaucoup souffert avec cette fois-ci, avec le Mercure rétrograde, je l'ai bien senti. Donc j'attends que les choses se remettent en ordre pour vous proposer les choses importantes. Maintenant, passons à l'analyse. Même avec un Mercure rétrograde, c'est pas grave. Peut-être qu'il y aura quelques erreurs, mais il faut avancer. Voilà. Alors, cette nouvelle lunaison. Déjà, je vais vous montrer la carte de la nouvelle lunaison. Comme ça, vous aurez sous les yeux exactement ce qu'il faut. Voici la carte de la nouvelle lunaison avec la conjonction entre le Soleil et la Lune, ici, dans le 27e degré des Gémeaux sidéraux, pile entre les étoiles Castor et Pollux. Qu'est-ce que c'est les Gémeaux? Les Gémeaux, c'est un signe d'air, donc il représente le monde mental, la rationalité, les échanges, la communication, les voyages, le commerce, la curiosité aussi, la fraternité en quelque sorte, puisque ici, nous sommes juste friands d'échanges avec nos semblables, avec nos frères et sœurs, avec tout simplement nos proches, avec les autres humains, si vous voulez. Le maître de ce signe, Mercure, est aussi là. Mercure représente évidemment toutes ces activités que je viens d'énumérer. C'est le messager des dieux. Il est responsable de la communication, du langage, des écrits, des messages vocaux, de la voix, du son, de l'échange de sons, etc. De tous les transports, communication, de la bourse, des échanges commerciaux, de tous les papiers, de la comptabilité, etc. Toutes ces choses-là sont sous Mercure. Et quand Mercure est là, bon, c'est d'une part bien, puisqu'il est à trône, puisqu'il est dans son propre signe et qu'il influence en bien cette nouvelle lunaison. C'est un petit peu comme si le dieu solaire et le dieu lunaire étaient ensemble pour décider du sort du mois. Qu'est-ce qui va se tramer pendant ce mois-ci? Qu'est-ce qui va se passer? Quel sera le thème principal? De quoi s'agit-il? Et puis, le maître du mois, le troisième maître, qui est en fait le plus important, Mercure, est avec eux, dans la même pièce, dans le même
au même endroit qu'eux et participent à ce nouveau programme. Donc ça, c'est chouette, d'autant plus que les étoiles Castor et Pollux sont vraiment à côté. Castor est une étoile en lien avec Apollon, avec les muses en fait, avec l'esprit créateur, avec la lumière. Apollon, c'est le dieu de la lumière qui vit avec les muses. Donc ici, nous avons beaucoup d'inspiration en toutes sortes, d'inspiration artistique, littéraire, scientifique, même astrologique, pourquoi pas, puisque parmi les muses, nous avons Urania, qui est la muse de l'astronomie et de l'astrologie. Donc, le thème de ce nouveau mois pourrait porter sur une certaine créativité dans ces domaines-là qui sont intellectuels et artistiques et scientifiques quelque part. En même temps, Pollux n'est pas loin. Pollux est plutôt une étoile martiale qui est l'étoile des sportifs, qui est l'étoile des militants et des militaires, puisque c'est une étoile qui est uniquement de la nature de Mars. Et cette appartenance-là est vraiment très puissante, puisque le Soleil et la Lune sont pratiquement conjoints avec elle. Cela veut dire que toutes ces communications, tous ces échanges, etc., pourraient aussi avoir un côté militant, un côté novateur, pourquoi pas, quelque chose de nouveau, quelque chose d'iconoclaste, quelque chose de révolté, quelque chose d'un peu qui rompt avec la tradition. Et puis surtout, cette étoile, c'est l'étoile d'Héraclès, le héros qui va accomplir plein d'exploits par la force physique. Donc il s'agit aussi de beaucoup de vitalité. Peut-être c'est un moment opportun pour se remettre en forme physique, pratiquer du sport. Et pourquoi pas même un art martial. Les arts martiaux sont très bien en corrélation avec Pollux. Si on mélange aussi ces deux influences, nous pouvons obtenir quelque chose comme du militantisme dans certains domaines ou bien encore beaucoup d'énergie tout simplement qui est investie dans de la communication. Donc tout ça est très chouette, sauf que le maître de la nouvelle lune, Mercure, est rétrograde. Il est rétrograde, il est très bien placé, proche de l'étoile Sirius en plus, etc., qui est une étoile de très très bon augure. Mais Mercure est rétrograde. Je peux vous dire que là, je travaille depuis 2 heures au moins, sans arriver à un résultat pour ma vidéo. Rarement j'ai galéré autant. C'est vraiment très difficile aujourd'hui. J'espère que j'aurai toujours du son, que mon image va toujours rester correcte, etc. J'ai couru à toutes les urgences de type mercurien depuis 2 heures sans arrêt. Donc, c'est un petit peu ça le Mercure rétrograde. Il y a des petits problèmes techniques, il y a des petits retards, il y a des blocages, il y a des embrouilles, on est distrait, on n'arrive pas à faire ce qu'on a décidé de faire comme on a décidé de le faire. Ce qui est bien avec un Mercure rétrograde, par contre, c'est la reprise de sujets précédents. C'est bien de terminer ce que vous aviez déjà commencé. C'est bien de mettre de l'ordre dans des affaires passées. Si vous avez été en cours, mettre de l'ordre dans les cours. Si vous avez commencé un projet, terminer ce projet intellectuel de communication ou autre. Si vous n'avez pas réussi à discuter, à communiquer à vos proches,
certaines choses, c'est peut-être le moment de le faire. Peut-être que vous allez apprendre des nouvelles informations. Peut-être qu'il y aura des nouvelles données qui vont en fait vous faire changer d'avis sur certaines choses. Donc Mercure, c'est notre mode de pensée, ce sont nos idées et notre mode de pensée. Cela veut dire que nos idées peuvent changer, évoluer grâce à soit des nouvelles informations, soit des doutes, soit des rétrospections qui nous obligent à réviser un petit peu nos opinions sur les choses. Donc ça commence comme ça, avec un Mercure rétrograde. Puis, qu'est-ce qui se passe plus tard? Je vais avancer ici d'un ou deux jours, d'un jour plus tôt. Je vais mettre en pause. Maintenant, ce que vous voyez ici, c'est la carte du premier croissant lunaire. C'est le moment où le soleil se couche à l'horizon ouest, ici, et que la lune, qui s'est déjà éloignée du soleil, est visible. Le premier croissant lunaire est visible pour la première fois dans le mois. Ce moment-là arrive bien sûr toujours le soir, et c'était hier, le 15 juillet, aux alentours de 21 h. Maintenant, vous voyez que la Lune, elle s'est déplacée, elle a quitté le secteur des Gémeaux et qu'elle se trouve maintenant dans le Cancer, quelque part ici, entre l'image du Cancer, de la constellation du Cancer, et puis du Lion. Donc, il y a un petit espace vide entre les deux qui est occupé par la Lune en ce moment. Le début de chaque mois lunaire est véritablement ce moment-là, puisque c'est là que nous apercevons la lumière de la Lune pour la première fois, après sa conjonction, et la lumière du Soleil nous arrive. Vous savez que la Lune est l'astre le plus proche de nous, celui qui est le plus matérialisant, qui est le plus proche de la matière, et qui est nécessaire pour que les énergies célestes puissent affluer vers nous, vers notre monde terrestre. Et la Lune fait le lien, en quelque sorte, entre le ciel et la Terre. Donc, quand la Lune apparaît, nous pouvons, à ce moment-là, commencer à émettre des vœux, commencer à faire des projets, commencer à véritablement organiser notre pensée, puisqu'au moment de la conjonction, les choses sont complètement, comment dire, intuitive, et je dirais qu'on est en écoute à ce moment-là. On est en pur moment de réceptivité. Nous n'avons pas l'instrument par lequel formuler nos pensées et nos vœux, si vous voulez, puisque la Lune n'est pas visible. C'est pour cela d'ailleurs que je vous donne les prévisions uniquement une fois que le premier croissant lunaire a déjà apparu, puisqu'autrement, les jours précédents, l'énergie n'est pas là. L'énergie n'est pas là, tout est flou, tout est un peu désorganisé, désordonné, etc. Donc hier soir, le premier croissant lunaire est apparu dans cette zone-là. Et cette zone-là est une zone qui est extrêmement importante pour tout le mois à venir. Pourquoi? Parce que toutes les planètes vont la traverser, cette zone. Premièrement, Jupiter. Donc Jupiter, il est déjà dans le signe du Cancer. Donc, je vais vous raconter tout sur Jupiter, ne vous inquiétez pas. Voilà, il est dans cette zone. Puis le Soleil, il va approcher, il va aussi mettre en lumière toutes ces énergies-là. Puis Mercure aussi, mais Mercure beaucoup plus tard. Puisque Mercure, vous allez voir, il est rétrograde et il va rester un long moment dans les Gémeaux d'abord. Il va devenir direct et on va pouvoir
en fait, réaliser nos projets de la manière correcte, avec un Mercure direct dans les Gémeaux à Trône. Là, ça sera beau, vers la fin du mois. Pour l'instant, il faut patienter. Donc, qu'est-ce que c'est que ce premier croissant lunaire? Quelle est cette zone-là dans le Cancer? Le 18e degré du Cancer, qu'est-ce que c'est? Premièrement, la Lune, elle est ici à Trône. Et donc, elle commence elle donne le ton du mois solilunaire avec l'énergie du Cancer et de manière très puissante puisqu'elle est à Trône dedans. La Lune est à Trône, c'est son propre signe qu'elle gouverne. Sauf que, alors, le Cancer, c'est quoi? Le Cancer, c'est bien évidemment l'énergie féminine en premier lieu, l'énergie matérialisante, l'énergie maternelle, la matrice en quelque sorte, puisque il s'agit de quelque chose comme l'utérus de la maman duquel sort la vie. Vous voyez, c'est ça le Cancer, la matrice première, primordiale de laquelle sort la vie. Et d'ailleurs, c'est un secteur qui est très sombre dans le ciel, les étoiles sont très très faibles, il n'y a pas de lumière et tout paraît un petit peu comme un trou noir duquel jaillit la vie. Pourquoi? Parce que dans la mythologie, en fait, ici se déroule un des grands mythes de la mythologie mésopotamienne, mais pas que, dans d'autres traditions aussi. C'est le mythe de la création, quand le dieu Marduk combat le monstre Tiamat pour créer le monde. Et le monstre Tiamat, en fait, c'est la constellation de l'Hydre qui se trouve en dessous, ici, en dessous du Cancer et du Lion, et qui représente ces eaux primordiales, l'eau salée de la création. L'eau salée, l'eau du chaos et de la matière première en quelque sorte, de la matière désordonnée, la matrice désordonnée, la matière chaotique et désordonnée de laquelle sort la vie. C'est pour cela que le signe de Cancer est souvent considéré comme assez négatif par les anciens, puisque si ces zones-là ne sont pas fécondées par la lumière, s'il n'y a pas de la conscience dedans, nous sommes ici dans le monde astral purement et dans le monde de la matière, de l'émotion, et dans le monde de l'illusion. Monde de l'illusion. D'autant plus que ici, dans cette zone-là du Cancer, nous pouvons voir la nébuleuse du Cancer. Et partout où il y a des nébuleuses, les nébuleuses, c'est quoi? Les nébuleuses, c'est un petit nuage, un petit flou, comme ça, de lumière dans le ciel qui, symboliquement, représente quelque chose de flou dans la vie. Un manque de compréhension, être en prise de Maya, ce qu'on dit, comme on dit, de l'illusion de la matière, l'illusion dans tous ces états, dans tous les domaines. Dans ce sens, cela ressemble un petit peu au poisson, finalement, qui est aussi un signe d'eau. Donc, cette zone-là, elle est assez dangereuse pour certaines choses, puisqu'elle peut nous induire en erreur, ou bien elle peut être en lien avec des rapports et des émotions qui ne sont pas très claires. Notamment ici, nous pouvons trouver toute la panoplie d'états psychologiques et la quête de la compréhension des états psychologiques. Beaucoup de psychologie se trouve dans le Cancer en général. Comprendre la mère, comprendre les racines, comprendre son arbre généalogique, comprendre la transmission en fait des traumatismes, mais aussi des dons, etc., dans le temps et dans les différentes, au travers des différentes générations.
Donc ici, dans le Cancer, nous avons toute cette idée, oui, des racines, du côté féminin, de la mère, de la maternité, de la manière dont nous avons été maternés, de la manière dont nous pouvons materner, ou bien cette énergie maternante, elle s'exprime à un endroit précis de notre carte, et cet endroit précis dépend bien évidemment de votre ascendant. Ici, dans ce cas, euh, bon, le Cancer est dans la maison 8, mais il pourrait être dans n'importe quelle autre maison dans votre carte à vous. Et donc, cette énergie maternante euh, s'appliquera, affectera le domaine de vie représenté par la maison astrologique que ce signe occupe dans votre carte personnelle à vous. Maintenant, de cette façon, l'été, ce premier mois d'été va se dérouler avec voilà, le traitement de ces questions-là, la famille, les racines, être en famille, et puis peut-être être au bord de l'eau, c'est bien aussi, puisque voilà, les planètes vont être dans, une grande partie des planètes sera dans un signe d'eau. Donc être près de l'eau, et puis écouter l'émotion, écouter les émotions qui viennent. Ce qui est extrêmement chouette cette année, c'est que nous avons Jupiter avec nous dans ce signe. Et Jupiter, lui, c'est Marduk en fait. Dans ce même mythe mésopotamien dont je vous ai parlé avec Tiamat et Marduk, Marduk pourrait être mis en lien à la fois avec le lion qui est ici, puisque c'est le roi solaire, le dieu solaire en fait, qui est représenté par le lion, l'étincelle de conscience qui va illuminer cette matière première chaotique et qui va l'ordonner et qui va créer la vie dans le chaos. Voilà, et Jupiter et le Soleil, d'ailleurs, les deux sont des principes de conscience qui sont capables d'ordonner et de mettre de la lumière et de la conscience partout où ils passent. Seulement, maintenant, voilà, Jupiter est invisible à ce moment-là. Au moment du premier croissant lunaire, Jupiter est invisible. Jupiter est devenu invisible il y a maintenant quelques semaines. Il me semble qu'il est devenu invisible aux alentours du moment où le chef iranien Amenei, je ne sais pas si en français ça se prononce comme ça, Amenei, est décédé. Khamenei. Quand il est décédé, quand il y a eu... En fait, il n'est pas décédé à ce moment-là, il est décédé bien avant, mais à ce moment-là, il y a eu le deuil national, les funérailles et les au revoir officiels fait à ce chef religieux. Les honneurs, en fait, étaient faits à ce moment-là. Donc, vous voyez, Jupiter représente quoi? Jupiter, ce sont en société, ce sont les personnalités haut placées, les hommes politiques, les chefs religieux, les chefs d'État, toutes les personnes haut placées dans la société. Et quand il disparaît, un tel personnage peut disparaître. Et c'est fréquemment le cas des chefs religieux, des papes ou autres, des patriarches, qui disparaissent très souvent aux alentours d'une disparition de Jupiter dans l'aura du Soleil. Symboliquement, Jupiter meurt en fait, il disparaît du ciel, on ne le voit plus, et de la même manière, on ne voit plus un chef religieux ou autre.
Donc maintenant qu'il n'y a pas de chef religieux, en quelque sorte, dans le ciel, symboliquement, on attend quoi? On attend que le Soleil rejoigne Jupiter pour que la nouvelle conjonction se fasse entre eux, que le nouveau programme entre Jupiter et le Soleil se décide, et que quelque temps plus tard, Jupiter va s'éloigner du Soleil et il va apparaître comme étoile du matin. Il va effectuer son lever héliaque, ce sera au mois d'août. Et un nouveau cycle de magnificence de Jupiter va commencer. Mais pour l'instant, il est invisible. Donc ce mois solilunaire commence avec une planète invisible et rétrograde. Cela veut dire que quelque chose de nouveau se prépare, mais qui n'est pas encore tout à fait prêt. Il faut attendre encore un peu pour que toutes les énergies se mettent en place pour recommencer ce nouveau cycle. Et ce nouveau cycle va concerner la famille, tout ce que je vous ai dit au sujet du cancer, du signe du cancer, et puis les communications et les échanges. Probablement, il s'agit de quelque chose de commun. Communiquer au sujet de la famille ou bien communiquer ses émotions. C'est très propice comme influence pour toutes les personnes qui font de la musique ou qui pratiquent un art quelconque. Le théâtre, tous les festivals qui ont lieu cet été peuvent être vraiment très très sympas. Il pourrait y régner une ambiance vraiment intime, émotionnelle, chouette, vraiment chouette, agréable, beaucoup d'échanges, beaucoup de nouveautés, beaucoup de découvertes intellectuelles, beaucoup de partage cœur à cœur. Et ceci est vrai autant au niveau culturel qu'au niveau humain, tout simplement, et familial. Donc voilà ce que ça raconte à peu près. Maintenant, les autres planètes, je n'ai rien dit, par exemple, de Saturne. Saturne est très important dans cette configuration puisqu'il est en carré ici avec les Gémeaux et par conséquent avec Mercure. Donc Saturne envoie à ce Mercure rétrograde encore et encore il lui met encore et encore des bâtons dans les roues. Il lui demande encore et encore de creuser, soit dans le passé, soit de corriger des erreurs, soit de faire des mises à jour dans son ordinateur, soit de, je ne sais pas, prendre un trajet bis, puisque le trajet qu'on a choisi pour aller en vacances sera soit bondé de monde avec plein d'embouteillages, soit bloqué par autre chose. Saturne, quand il envoie un carré à Mercure, il crée des blocages. Donc, à la fois, nous nous retrouvons avec un grand besoin de communiquer, un grand désir de communiquer, mais qui est difficile. Donc, il faut faire un tri. Dans toutes ces communications, un tri va se faire et certaines choses vont aboutir, d'autres non. Certaines personnes vont arriver au bord de la mer, d'autres non. Je rigole, mais bon, voilà. C'est quelque chose dans ce genre. Et puis, vous verrez un peu plus tard que Saturne sera à nouveau important au moment de la pleine lune. Mais pour l'instant, voilà comment commence le mois. Et le début de ce mois qui stimule le signe du cancer est très important puisque le mois prochain, à cet endroit, toujours le même, il y aura une éclipse solaire. Donc le soleil va avancer, va arriver au bout du signe du cancer, Jupiter sera toujours là, et à ce moment-là, il y aura une éclipse solaire qui sera suivie d'un lever héliaque de Jupiter, d'un lever héliaque de
Sirius, l'étoile Sirius qui sera en plus accompagnée de Mercure qui sera dans cette zone. Bref, on va approcher vers beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette énergie-là du cancer. Donc, pour le meilleur ou pour le pire. Voilà, je vais avancer maintenant vers le vers le moment de la conjonction exacte entre le Soleil et Jupiter qui, figurez-vous, arrive pile au moment de la pleine lune. Donc, je vais préparer la carte. Voici la carte de la pleine lune. En fait, ce n'est pas exactement le moment de la pleine lune. C'est un tout petit peu plus tard. C'est juste, j'ai placé la carte de cette façon pour que ce soit plus lisible pour vous. Puisqu'on ne s'occupe pas de la carte de la pleine lune en elle-même, on ne va pas étudier son ascendant, etc. Je voulais juste vous montrer ici l'opposition et pour qu'on voit bien les planètes. Donc regardez de ce côté, donc ça c'est le 29 juillet, mercredi 29 juillet, Jupiter et le Soleil sont en conjonction exacte ici, pile dans la nébuleuse du Cancer. Exactement dans la nébuleuse du Cancer, ce qui est quand même un véritable présage parce que des conjonctions dans le Cancer arrivent tous les 12 ans entre le Soleil et Jupiter, mais pile dans la crèche, comme on appelle cet endroit-là, c'est très rare. Donc, c'est un présage. Et qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? La crèche, normalement, la crèche représente un endroit où mangent les deux ânes. Les deux ânes qui sont des deux côtés de cette nébuleuse et qui sont les ânes sur lesquels sont arrivés Dionysos et le Silène, qui est un être mi-bouc, mi-homme, une espèce de satyre en fait, le Silène. Et tous les deux montent sur ces ânes. Donc cette zone-là, premièrement, a un lien avec Dionysos. Par conséquent, cette zone-là a un lien avec la musique, avec la fête et avec certains instruments de musique, les percussions, mais aussi la voix, puisque il y a un autre mythe aussi avec les ânes qui ont combattu auprès des dieux de l'Olympe. Ils ont combattu les géants et ils ont henni, ou je sais pas comment on dit pour les ânes, ils ont crié comme ça très fort ensemble, ils ont fait peur aux géants. Donc ça c'est une partie des mythes qui sont en lien avec cette portion du ciel, et en effet elle pourrait être en lien avec la musique en général, avec les percussions, avec le chant. Et c'est vrai que j'ai constaté que c'est absolument vrai dans beaucoup, beaucoup de cartes de musiciens. J'ai vérifié ça et c'est vrai. C'est absolument vrai. Donc ça, c'est du côté positif de cette conjonction. Cela veut dire que le nouveau cycle de Jupiter et de Soleil qui commence à cet endroit et qui va se déployer sur une année entière, en fait, va concerner éventuellement la musique. Si le reste de votre carte parle de musique, cela va sans doute être très bénéfique pour votre pratique de la musique, puisque Jupiter, c'est le grand bénéfique et c'est créer des opportunités partout où il passe. Maintenant,
Malheureusement, pour d'autres sujets, cet endroit reste une nébuleuse et peut créer du flou. Euh, soit, soit notre compréhension du monde pourrait être floue, nous pourrons être en proie à l'illusion, illusion spirituelle, par exemple avec Jupiter, un mauvais apprentissage, des mauvais gourous, euh, mauvaise qualité d'apprentissage. Soit, soit si nous travaillons vraiment en conscience à ces endroits-là, nous pouvons justement nous pencher sur des problématiques floues et compliquées, essayer de les élucider. C'est le cas par exemple de ceux qui pratiquent la psychologie, puisqu'en psychologie, c'est justement ce qu'on essaye de faire. Nous sommes dans des imbroglios émotionnels, dans un imbroglio de névroses de toutes sortes, de tout genre. Nous baignons tous tellement dans la névrose, à écouter les psychologues, nous sommes tous voilà, atteints de quelque chose. Et Jupiter, là-dedans, pourrait être un bon, comment dire, un bon scientifique, comme un bon scientifique, un bon professionnel, un bon conseiller, voilà, un bon conseiller psychologique. Et cela peut aller même plus loin, puisque on peut pousser le tout vers la spiritualité, encore plus loin, et par exemple, nous pencher sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans les enseignements qui nous arrivent. Voilà, même si Jupiter, en général, est exalté dans le signe du cancer, où il était exalté dans le passé, puisque l'exaltation moderne de Jupiter est dans les Gémeaux, mais cela je l'enseigne dans les cours, venez comprendre comment et pourquoi. C'est ainsi, euh, Jupiter a quand même des dignités dans le cancer, puisque tout simplement, Jupiter c'est Zeus et le cancer c'est la déesse Héra, c'est le domaine d'Héra, et Zeus et Héra sont mari et femme. Donc en fait, la mythologie nous raconte déjà le lien entre Jupiter et le cancer. Maintenant, est-ce que c'est heureux? C'est autre chose. Si on lit la mythologie, on va voir qu'Héra essaye tout le temps de manipuler Zeus, de lui mentir, de faire des choses dans son dos, euh, et de faire plein de manigances soit pour se venger puisqu'elle est trop jalouse, soit pour obtenir quelque chose. Ce sont des intrigues et des manipulations. Donc ça, c'est le côté négatif du cancer en général. Pourquoi? Parce qu'en dessous, ici, passe la constellation de l'Hydre. Et je vais vous la montrer, cette constellation, dans un autre logiciel ligne que vous pouvez utiliser pour vos cartes du ciel en 3D. Et vous voyez ici cette même zone de laquelle je vous ai parlé. Voilà, ici c'est le signe du cancer qui s'étend entre les deux lignes rouges. Ici, voilà, ça c'est le signe du cancer. Les lignes bleues, c'est l'écliptique. Et vous voyez la constellation du cancer, la constellation du lion qui empiète un peu dans le cancer. Vous voyez, la gueule du lion, elle dépasse, elle rentre dans le cancer. Et puis en dessous, vous voyez l'hydre, la constellation de l'hydre, qui va très loin, qui va jusqu'à la constellation de la balance. Elle traverse comme ça plusieurs signes en dessous de l'écliptique. Donc l'hydre, c'est vraiment la constellation principale du cancer, bizarrement. Elle est décrite comme la constellation la plus brillante dans le cancer, beaucoup plus que le cancer que lui-même est très faible. La luminosité est vraiment très très faible. C'est vraiment très noir ici, cette portion du ciel.
Et si je zoome, vous allez voir qu'ici, nous avons le Soleil et Jupiter, les deux planètes sont là en conjonction parfaite. Et derrière, ce petit point violet, c'est la crèche, Présèpe. Présèpe dans le cancer, dans le 13e degré du cancer. Donc, la conjonction se fait vraiment à côté. Je crois que c'est la plus grande nébuleuse du ciel, visible à l'œil nu. Elle est vraiment très grande, je l'ai déjà vue. Je l'ai déjà vue pendant le Covid, quand il n'y avait pas d'avion et que le ciel était pur. J'ai pu la voir. Elle est verte, jaune, fluo, elle a une couleur assez macabre, ça fait un peu peur comme couleur, mais un peu comme du jaune, je ne sais pas l'exprimer. Voilà, c'est considéré comme un lieu un peu comme ça d'illusion éventuelle et de perte de repères, de convoitise, de trop de matérialisme, trop de matérialité et trop de condescendance dans les choses émotionnelles et matérielles et les manipulations pour arriver à nos fins, etc., etc. Ça, c'est le côté négatif, bien sûr. Hein. Je parle du négatif. Si au positif, je vous ai dit, il y a bien sûr la musique et sans doute un côté nourrissant, puisque c'est une crèche avec de la nourriture. Voilà. Et en dessous, nous avons l'hydre. Et l'hydre, l'hydre véritablement est en lien avec les manipulations. C'est un serpent. C'est un monstre avec plein de têtes de serpent. Et quand on dit de quelqu'un que c'est un serpent, une personne toxique, la toxicité est là, si vous voulez. À nouveau, la toxicité pourrait être là comme elle pourrait l'être dans le scorpion, par exemple. Et comme partout dans le zodiaque et comme dans tout ce que nous rencontrons en astrologie, toute influence pourrait être améliorée grâce à notre conscience, notre travail conscient là-dessus. Mais justement, mettre de la conscience ici voudrait dire mettre de la conscience sur la toxicité éventuelle dans certaines relations. Et vous savez à quel point les relations familiales peuvent être toxiques des fois et à quel point nous souffrons d'une véritable épidémie toxique dans nos jours avec la perversion narcissique, avec toutes les problèmes, comment ça s'appelle, pas des pathologies, mais le mot m'échappe, tant pis, je passe dessus. Je pense que vous comprenez le sens, mais nous vivons dans des moments de grande toxicité en général. Et il y a une véritable épidémie de pervers narcissiques, etc. Est-ce que c'est une véritable épidémie ou est-ce que c'est justement la conscience qu'on arrive à poser maintenant dessus, qu'on arrive à comprendre ce qui s'est passé pendant des générations et des générations dans les familles et pourquoi en fait les gens deviennent fous et se tuent les uns les autres des fois et pourquoi ils se déshéritent et pourquoi il y a toute cette violence psychologique des fois. Voilà, nous arrivons maintenant peut-être à poser plus de mots là-dessus, plus de conscience là-dessus. Et je pense que cette influence-là va œuvrer dans ce sens. Et qu'au lieu de dire que notre sens religieux et spirituel sera flou, c'est possible, mais il est possible aussi que nous allons scruter les choses justement qui sont floues, pas nettes, illusoires, tout comme peuvent l'être les relations toxiques, puisque c'est de l'illusion. Vous savez bien que dans les relations toxiques, une personne qui est narcissique, par exemple, elle n'est pas dans son vrai soi. C'est un faux soi qu'elle présente au monde, qui est donc illusoire, etc., etc. Donc, toutes ces choses-là, toutes ces questions sur
psychologies, les différentes pathologies, etc., se trouvent aussi à cet endroit-là, dans le cancer. Et cette conjonction, je pense qu'elle va œuvrer pour vraiment clarifier ce qui se passe, d'autant plus que quelques temps plus tard, au mois de août, le 14 août, nous avons une éclipse lunaire. L'éclipse lunaire, l'éclipse solaire, elle va se passer ici. L'éclipse solaire, elle sera un peu plus loin. Jupiter, quant à lui, il va apparaître, il va devenir visible, pas dans les mêmes degrés, à peu près ici. Donc, on va en parler le mois prochain de tout ça, puisque c'est vraiment très lumineux, c'est vraiment plein d'espoir. Et peut-être que toutes ces influences, y compris l'éclipse solaire, vont contribuer à l'éclaircissement de certaines situations. Chercher la racine, en fait. Chercher la racine psychologique de certaines choses. Et toute cette émotion, bien évidemment, nous pouvons retrouver l'émotion en musique, puisque je parlais de musique tout à l'heure avec la crèche, avec Dionysos et Silène. En fait, tous ces états d'âme, toute cette énorme émotion qui se dégage de toutes sortes de situations dans la vie peut être vraiment représentée par la musique. Maintenant, ce qui est important ici, c'est que cette conjonction qui arrive le 29 juillet est exactement opposée à la Lune qui est en face. Alors, est-ce que je vais arriver à vous montrer ça? Je vais tourner comme ça. Voilà. Là, je suis en face du Soleil et de Jupiter et du Cancer, dans le Capricorne. Et vous voyez qu'ici, nous trouvons la Lune et à côté de la Lune, Pluton. Alors, vous voyez à quel point le cosmos appuie sur ce moment. C'est un moment de catharsis en quelque sorte, puisque c'est la pleine lune. La pleine lune, c'est toujours un moment cathartique. C'est un moment de pleine expression de quelque chose, la pleine expression de ce qui a commencé à la nouvelle lune et puis au premier croissant lunaire. Et cette pleine expression arrive en même temps que la conjonction entre Jupiter et le Soleil dans le Cancer. Donc, on peut parler ici, bien sûr, de psychologie, de musique, d'émotion. On peut parler de la domesticité en général, de la maison, du fait de materner, de nourrir, de se nourrir, etc. Et puis, la Lune, qui va venir en face dans le Capricorne, elle sera quelque peu souffrante, parce que la Lune dans le Capricorne, elle est en exil. Donc, elle est mal placée. Elle est à trône dans le Cancer et en face dans le Capricorne, elle est en exil. Donc, elle ne se sent pas très bien dans ce signe qui lui paraît trop froid, trop dur, trop brut, en fait, pour elle. C'est un petit peu comme si on vous laissait dormir en plein hiver dans une grotte, il neige, et vous n'avez ni vos pantoufles, ni votre pyjama, ni des toilettes, ni à manger, ni une couette, rien. Vous êtes voilà, abandonné dans une grotte sous la terre dans le noir l'hiver. Voilà, en gros, c'est ça le sentiment d'une lune en Capricorne. Il y a quelque chose de rude, éventuellement de sale même, de la saleté, du froid, de la distance, etc. Donc ça, ce qui n'empêche pas ces lunes-là, toutes les personnes qui ont des lunes en Capricorne, d'être extrêmement sensibles. En réalité, les lunes en Capricorne sont très, très sensibles
Et donc, ceci va être, à mon avis, un moment très, très émotionnel. D'autant plus que la Lune est avec Pluton, à côté, juste à côté. Donc, Pluton, c'est quoi? C'est la régénération, c'est la mort et la renaissance, c'est la catharsis, c'est le traitement des traumatismes les plus profonds, c'est la passion dévorante, c'est l'obsession pour certaines choses, pour certaines matières, pour certains sujets. Et ces matières et ces sujets sont en lien avec la maison dans laquelle se trouve le Capricorne dans votre carte et les planètes qui sont dedans et les maisons que ces planètes gouvernent. Mais bon, là, je vais un peu trop loin. Mais il peut y avoir un moment de grande, grande émotion ici. Alors, qu'est-ce qu'il veut le Capricorne? Le Capricorne, ce qu'il fait, c'est c'est le signe de Saturne. Et Saturne, il pose des limites. Il pose des limites. Ce sont les fameuses limites en psychologie qui se trouvent, comme par hasard, pile face au Cancer, n'est-ce pas? Le Cancer, la Lune, le Capricorne, Saturne. Donc, les émotions, les effusions émotionnelles. Et de l'autre côté, la maturité, les limites, et le fait de se contenir, de contenir justement l'émotion. De ne pas forcément comme ça, à partager avec les autres, mais des fois, ici, avec Pluton et avec le Capricorne, ça peut donner des états un petit peu dépressifs, en fait, pas très agréables. Ou alors, si la carte est bien configurée en général, ce sera peut-être tout simplement très, très passionnel, très passionné. Un moment de catharsis, en fait, de compréhension. À mon avis, ça va concerner les lignées familiales pas mal. Et au niveau mondain, nous pouvons nous attendre à de nouvelles révélations et de nouveaux scandales peut-être avec cette zone-là du Capricorne où se trouve sa tête et ses cornes. Ça, c'est un endroit du Capricorne duquel je parle depuis plusieurs années, puisque c'est là-dedans qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de conjonctions, différentes conjonctions depuis 2020, depuis le Covid, et que c'est ici qu'a commencé le grand remaniement du monde, à cette grande idée de nouvel ordre mondial qui voulait enfin se réaliser, mais qui peine à se réaliser de toute évidence. Ça ne se passe pas comme prévu, ça n'avance pas comme il le voulait. Et beaucoup de choses sordides sortent de de cette petite grotte là, de ce petit puits d'horreur qui sort des fois dans le journal, notamment avec toutes les sexualités déviantes, etc. Je vais pas les nommer, vous connaissez tous de quoi il s'agit. Donc je vais juste vous dire que Epstein, lui, il a son soleil là, pile là à cet endroit, dans les cornes du Capricorne. Donc quelque chose en lien avec ces sujets-là va culminer, en fait, va arriver à une grande expression, grande maturité avec cette pleine lune. Et c'est pour cela que Saturne devient très important à ce moment, puisque Saturne gouverne le Capricorne et Saturne, voilà la carte précédente avec cette même opposition ici entre les planètes, mais sous une forme maintenant plus générale. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que la Lune qui se trouve en Capricorne est gouvernée par Saturne, puisque le Capricorne est maîtrisé par Saturne, et Saturne, lui, il est dans les Poissons. Les Poissons, il est rétrograde dedans, et il est devenu rétrograde il n'y a pas longtemps, 2 jours avant seulement. Ça veut dire que, en fait, Saturne, il est
stationnaire entre le 25 juillet et le 28 juillet. Et là, nous sommes le 29 juillet. Vous voyez, pendant 3 jours, il est stationnaire. Cela veut dire qu'il se fige comme ça à un endroit du zodiaque, ce qui fait que c'est extrêmement important ce qui se passe. Les stations planétaires sont extrêmement importantes. Des points de bascule, des moments de retournement de situation. Et ici, Saturne va rétrograder pendant plusieurs mois et va reprendre en fait des thématiques qui étaient en cours pendant l'année dernière. Déjà, depuis le début de l'année dernière, Saturne est dans les poissons. Donc, vous pouvez voir quelle est la maison qui correspond aux poissons dans votre carte et voir quel est le domaine de vie qui est affecté pour Saturne, voir ce qui s'est passé pendant cette dernière année, quelles étaient les responsabilités, les retardements ou les efforts constructifs que vous avez été obligé de faire pour avancer dans votre vie. Et vous allez voir que, en fait, à partir de cette date, vous allez être obligé de faire marche arrière, de reprendre ce que vous avez fait et de le revisiter, puisque soit vous allez avoir des nouvelles informations, soit vous allez avoir des doutes, soit il y aura des imperfections, etc. Donc Saturne ne sera pas Saturne va nous obliger probablement d'aller dans une encore plus grande introspection et remise en question de soi, puisqu'il est rétrograde et il gouverne cette lune. Et puis il est ici, bon, avec Neptune qui est le maître moderne des poissons, mais aussi le maître traditionnel des poissons qui est Jupiter et qui est le maître principal et beaucoup plus puissant quelque part que Neptune, puisqu'il est visible, puisque c'est une étoile qu'on peut voir en général. Jupiter, justement, se trouve ici avec le Soleil. Et vous voyez qu'ici, le tout se relie, ça ferme comme un système, avec cette introspection, soit familiale, soit professionnelle, quelque chose qu'on va devoir reprendre, revisiter, tout en commençant un nouveau cycle de Jupiter. Ça veut dire qu'avec une nouvelle conscience, en fait, avec des nouvelles opportunités, avec un nouveau regard, en fait, sur les mêmes sujets. Et les choses vont s'améliorer dans l'année. Mais il y aura aussi là, d'abord, l'épisode de l'éclipse solaire à passer, le 14 août. Sachez que les éclipses, elles ne sont pas valables juste un jour. En réalité, petit à petit, nous plongeons déjà dans l'ambiance de l'éclipse. L'éclipse, elle est ressentie un mois avant. Les 2 semaines avant, c'est vraiment, on est en pleinement dedans. Donc, dans 2 semaines, c'est comme si on était déjà dans l'éclipse. Vous pouvez comme ça observer les événements autour de vous, parce que beaucoup de choses vont sans doute se passer, pas le jour même de l'éclipse, mais les jours avant, 2 semaines avant, même plus. Et ça va chambouler. Alors, comment vous dire, à la fois, ça peut chambouler, cette éclipse peut chambouler ces thèmes-là, et à la fois, comme Jupiter est dedans, il y a comme une porte de sortie, comme Marduk qui vient combattre Tiamat et qui gagne. Vous comprenez, comme si la lumière venait combattre l'ombre et qu'il allait au final arriver à la combattre. C'est cette bataille-là qui se produit, bataille entre les ténèbres et la lumière. Et les ténèbres sont vicieux, ils sont très vicieux. D'un côté, nous avons l'hydre, de l'autre côté, nous avons les cornes du Capricorne, un des endroits les plus noirs
du zodiaque. Et puis Pluton qui est là, qui est Hadès, qui est les profondeurs, les enfers psychologiques ou les enfers tout simplement de la réalité de vie de certaines personnes, puisque ça existe quand même de personnes qui vivent des choses difficiles. Voilà de quoi il va s'agir. Maintenant, il me reste une dernière grande influence à vous transmettre et on va terminer cette vidéo. Alors, voici le dernier arrêt dans notre voyage astrologique. C'est le moment de l'apparition de Mercure en tant qu'étoile du matin. C'est la carte du 3 août au petit matin. Vous voyez que le soleil ne s'est pas encore levé. Ici, c'est l'horizon est. Et le soleil se trouve en dessous de l'horizon, donc il va se lever bientôt, mais il ne s'est pas encore levé. Par contre, Mercure, lui, il est pile ici. Vous voyez, Mercure, la planète Mercure, son symbole est dessiné ici, mais il y a un petit pointillé qui la relie à ce petit cercle concentrique qui est en réalité la planète, qui se trouve pile à l'horizon. Cette ligne noire-là, c'est l'horizon. L'horizon est, l'horizon physique, si vous voulez, cette ligne courbe. Et comme le Soleil est sous la Terre et qu'il fait encore nuit, et que Mercure est maintenant suffisamment loin du Soleil, il peut être vu à l'œil nu. Il arrive un moment où on peut le voir, on peut l'apercevoir. Ce sont des moments assez rares, qui n'arrivent que quelques fois dans l'année, 3 fois environ dans l'année. Non, plus peut-être, mais c'est très variable avec Mercure. Et puis, dans les cartes personnelles, Mercure est invisible dans la majorité des cartes. En fait, Mercure est visible dans le ciel peut-être dans 15-20% maximum des cartes du temps. Vous voyez, même, je pense que c'est moins, 15%, quelque chose comme ça. Donc c'est le moment où Mercure apparaît, où il peut être vu, marque un moment fort dans l'année, un moment intellectuel fort, un moment en lien avec les principes de Mercure, du monde mental, de la communication, des déplacements, du commerce, etc., qui est très très fort. D'autant plus que Mercure est ici dans son propre signe, les Gémeaux. Il se trouve, remarquez, il se trouve au même endroit que la nouvelle lune de notre lunaison, n'est-ce pas, 27e degré des Gémeaux. Pile au même endroit, il va devenir visible. Et il va devenir visible à cet endroit pour Paris, pour le nord de la France. Ça, c'est très important. Peut-être dans le sud, ça va être un peu plus tôt. Peut-être un peu plus tôt. Et un peu plus tôt dans le temps et peut-être un peu en avant, comme ça en degrés aussi. Ça dépend où vous êtes. En tout cas, c'est un moment extrêmement puissant au niveau du symbolisme de Mercure, puisqu'en plus il est dans son propre signe. Il est étoile du matin, il est plein d'énergie. C'est comme si vous aviez d'un coup le meilleur ordinateur au monde. Là, vous avez l'intellect artificiel qui est intégré dans votre ordinateur et il vous fait tout, tout se passe merveilleusement bien. Toutes les mises à jour sont là. La voiture, tout marche très bien. Les communications sont abondantes, ça n'arrête pas. Vous tombez sur des informations extraordinaires. Alors, si vous avez un métier mercurien, enseignement, communication, écriture, voyage, déplacement, tourisme,
Commerce, commerce aussi. C'est un moment extrêmement fort dans l'année, dans toute l'année, parce que voilà, c'est même, je dirais le 3 août, les 7 jours avant et les 7 jours après cette date, Mercure est en phase. Donc, il est très puissant. C'est excellent pour démarrer des projets divers et variés de type mercurien. Publication de livres, faire la pub, la promo de quelque chose, vendre au marché, négocier quelque chose, ou tout simplement être curieux, s'informer, s'inscrire dans un, je sais pas, centre culturel, je ne sais pas. Toutes ces choses-là mercuriennes. Échanger avec des personnes plus jeunes que nous, ou avec la fratrie, etc. Et puis, le reste que j'ai dit sur les étoiles Castor et Pollux reste, bien sûr, valable. Donc ça, c'est le dernier moment très fort. Mercure va rester visible quelques jours. Je vais avancer dans le temps pour vous dire exactement jusque quand il va rester visible. Je vais le laisser avancer un petit peu comme ça. Pour vous amener au moment où il disparaît. Et comme ça, vous savez que à partir du 3 août, même avant, même un petit peu avant, 7 jours avant, jusqu'à la date que je vais vous indiquer, ça va être extrêmement puissant. Donc, regardez. J'arrive pas à l'arrêter maintenant. Je crois que j'ai raté le moment. Voilà, maintenant Mercure est gris, on ne le voit plus. J'arrivais plus à appuyer sur le bouton. Voilà, c'est là. Le dernier jour de visibilité de Mercure, c'est le 18 août. C'est déjà dans la lunaison suivante. Voyez, donc à partir à partir de fin juillet jusqu'au 18 août, Mercure est visible. Il apparaît dans les Gémeaux. Après, il va traverser le Cancer et il va vraiment se consacrer au thème du Cancer. Tout ce que je viens de vous raconter abondamment dans la dernière heure. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Profitez bien de vos vacances. J'espère que les chaleurs vont s'apaiser. Les chaleurs qui ont explosé en France avec l'apparition de Mars qui est devenu visible dans le Bélier, enfin à la limite ici entre le Bélier et le Taureau. Mars, c'est l'énergie feu. Et une fois de plus, la preuve que quand Mars apparaît, l'énergie feu augmente, il peut y avoir de la destruction, et il y a eu les grosses chaleurs qui se sont transformées dans des incendies. Les incendies ont explosé quand Mars était avec Uranus en plus. Pour moi, ces canicules sont clairement en lien avec cette phase de Mars. De toute façon, les phases héliaques ont été utilisées par les astrologues anciens pour déterminer la météo. Les phases héliaques font partie de leur méthodologie et les phases héliaques sont un outil clé fondamental pour la prévision astrologique, pour l'analyse astrologique. Et ici, vous avez l'occasion quand même d'avoir ces apparitions et disparitions des planètes en temps vrai, parce que ce ne sont pas des valeurs fixes. Les planètes ne sont pas invisibles à des degrés fixes par rapport au Soleil, vous voyez. Voilà, mais je pense que la plupart de vous qui êtes abonnés à la chaîne savez déjà tout ça. Merci pour votre attention.
pensez à aller visiter le site, à voir des choses intéressantes là-dessus, invitationsidérale.com. Je vous remercie pour votre attention. Portez-vous bien.